C'est à l'âge de 8 ans que Victor Morin a commencé à se passionner pour le loup. Ce grand prédateur participe à l'équilibre de la nature, mais il s'attaque parfois aux animaux d'élevage, ce qui lui a donné une mauvaise image. En France, tous les loups ont été tués entre 1930 et 1940. Aujourd'hui, le loup a réussi à revenir en passant par les montagnes italiennes. Il y en aurait plus de 1000 dans notre pays. La situation fait débat parce que nous ne sommes plus habitués à sa présence. Pour en savoir plus, nous recevons Victor Morin, éducateur canin, comportementaliste, animalier et spécialiste du loup. Bonjour Victor. Bonjour. Les loups vivent en groupe. Comment est organisée la meute ? Alors généralement une meute c'est un couple, c'est le père, la mère qui vont avoir des jeunes, donc on va avoir les jeunes de l'année précédente qui vont avoir 1 an, qui vont rester là jusqu'à à peu près 2 ans, parfois plus loin, parfois ils partent plus tôt. Et ça va être aussi les petits de l'année, petits qui sont nés cette année au printemps. Pourquoi certains loups vivent-ils seuls ? Généralement, c'est parce que c'est des loups qui ont quitté leur meute pour aller construire une autre meute, ce qu'on appelle la dispersion. Il y a beaucoup de loups qui vont rencontrer un territoire libre, ils vont décider de s'installer ici, ils sont très très bien. C'est ce qui s'est passé pour le loup de Moret, par exemple, au Creusot. C'est un loup qui se sentit bien ici parce que le territoire est riche, le territoire est libre. Voilà, il a à manger, il a à boire, il est tranquille, donc il s'est installé là, il est pas reparti. Généralement, les loups, ils vont continuer leur dispersion jusqu'à ce qu'ils rencontrent un partenaire de sexe opposé pour former un couple. Et parfois, ils vont simplement se décider de rester sur le territoire parce qu'ils sont bien. Pouvez-vous nous expliquer comment le loup permet aux forêts d'être en bonne santé ? Un écosystème, c'est un équilibre. Le loup, c'est une espèce qui va réguler les populations. Les chevreuils, les lapins, les sangliers, tout ce qui va être herbivore, c'est des espèces qui ne s'auto-régulent pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de chasseurs, si on supprime la chasse aujourd'hui, c'est des espèces qui vont pulluler et qui vont commencer à détruire l'environnement par surpopulation, mais qui vont aussi se détruire eux-mêmes. Les lapins, c'est des tondeuses. Les chevreuils aussi. Quand on a plein de lapins, quand on a plein de chevreuils, les chevreuils, par exemple, ils vont brouter les nouvelles souches d'arbres, les nouvelles petites pousses d'arbres. Donc les arbres vont avoir du mal à faire des nouvelles feuilles, mais surtout les nouveaux arbres vont pas réussir à pousser. Donc la forêt, en fait, au fur et à mesure que les arbres vont mourir et que nous, par nos activités, on va couper les arbres, s'il y a trop de chevreuils, la forêt, elle va perdre du terrain. Elle va pas réussir à s'agrandir. Les lapins, c'est la même chose. Les lapins, c'est des tondeuses. Ça broute, ça broute, ça broute. Donc l'herbe, elle va rester basse. Si l'arbre reste basse, il n'y a pas de production de graines. Tout ce qui va être insecte, tout ce qui va être petit rongeur, ça va pas avoir à manger. Donc du coup, tout ça, soit ça va mourir, soit ça va partir. Les écosystèmes vont s'appauvrir. Les individus vont commencer à se battre pour les ressources et tout s'effondre. Le loup va réguler tout ça. Dans un territoire, s'il y a de quoi nourrir 6 loups, il y aura 6 loups sur ce territoire, il n'y en aura pas 7. Le moment où il y en aura 7, c'est quand il y aura la portée. Quand on va arriver à l'automne et que les cartes vont commencer à se rabattre, les loups vont commencer à disperser et on va retomber à 6 loups. Donc c'est une espèce qui va faire la régulation des populations, mais qui va aussi, par la pression de prédation qu'il va mettre sur les espèces, va générer un maintien en bonne santé des espèces. Comme on va être plus vigilant, on va être en meilleure santé physique, mais aussi mentale. Quand il n'y a pas de prédateurs sur un territoire, quand on enlève la chasse ou quand on enlève les prédateurs, on va avoir des espèces qui vont tendance à perdre en vigilance, puis du coup, on va avoir des individus qui vont grossir, des individus qui vont être en mauvaise santé. C'est ce qu'on va appeler le dilemme de la gazelle. Le dilemme de la gazelle, elle peut pas manger et être vigilante. Elle est obligée de choisir entre manger et être vigilante. Ça maintient en bonne santé. Le fait d'être vigilant pour survivre. Donc le loup, c'est vraiment essentiel l'équilibre d'un écosystème. Mais pas seulement le loup, c'est le prédateur. Quand on va en Afrique, par exemple, c'est pas le loup le prédateur, mais c'est d'autres prédateurs qui maintiennent l'équilibre des écosystèmes. En France, tous les loups ont été tués entre 1930 et 1940. Comment ont-ils fait pour revenir dans notre pays ? Le loup, c'est une espèce protégée en Italie. Donc en Italie, je vous ai dit tout à l'heure, quand on arrive à peu près à l'automne, les meutes éclatent. Il y a des individus qui partent en dispersion, qui partent en voyage pour trouver des territoires libres pour s'installer et fonder une nouvelle meute. C'est tout simplement ça. Ils sont simplement passés par les Alpes. Donc en 1989, il y a eu un premier individu qui a été tué dans les Alpes, qui a été découvert dans les Alpes françaises, et c'est en 1992 que les loups sont entrés par les Alpes françaises et ont commencé à s'installer en France. Aujourd'hui, la dispersion, elle arrive de différents côtés. On va avoir des loups d'Espagne, c'est-à-dire que les loups sont passés en Espagne, mais ils étaient déjà présents en Espagne, ils franchissent les Pyrénées pour revenir chez nous. On va avoir des loups qui vont arriver d'Europe de l'Est, qui vont arriver d'Allemagne, qui vont arriver de Pologne. Donc on a eu, suivi d'un collier radio GPS, on a vu un individu qui est arrivé des Alpes de l'Est, donc ça doit être Roumanie, qui est passé par Grenoble,
qui est descendu dans les Pyrénées, qui allait jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle à l'ouest de l'Espagne et qui est revenu s'installer, je sais plus si dans le centre de la France, quelque chose comme ça. Quand les loups partent en voyage pour trouver un autre territoire, ils peuvent faire des milliers de kilomètres avant de s'installer. Le record, je crois que c'est en Mongolie, ça doit être 5500 km, quelque chose comme ça. C'est pour ça que les loups sont simplement revenus d'Italie, parce que pour un loup en dispersion, Italie-France, c'est à côté. Aujourd'hui, il y aurait plus de 1000 loups en France. Comment se reproduisent-ils? Ils font beaucoup de petits? Ils vont se reproduire simplement en se rencontrant. Quand on a un couple, on a des bébés. C'est aussi simple que ça. Quand on a une meute qui est bien structurée, c'est-à-dire une meute qui est âgée, ça fait des années que la meute existe, il va y avoir des jeux politiques au sein de la meute. Donc c'est-à-dire que le couple va se construire, se déconstruire, va être remplacé par un autre couple. Le couple, quand il commence à être âgé, c'est d'autres individus plus jeunes qui vont les remplacer, soit en les tuant, soit en les destituant, soit en les forçant à partir. Il va aussi y avoir la portée tous les ans au printemps. Ça dépend des régions. Ça peut naître entre mars et juin. Plus on va dans le nord, plus les portées naissent tardivement. L'accouplement, c'est un cycle. C'est en hiver, en France, en Europe. L'éducation à la chasse, elle va se faire à la fin de l'été et en automne. Parce que la chasse, il va y avoir des comportements qui vont être innés, c'est-à-dire que je vais avoir envie de chasser le mulot parce que je le vois ou le papillon, mais c'est surtout, ça va devoir s'apprendre. Les techniques de chasse vont devoir s'apprendre pour améliorer les taux de réussite à la chasse. On a entre 5 et 6 petits par portée en moyenne. Alors attention, variabilité. En éthologie, la science du comportement, on va prendre en compte ce qu'on appelle la variabilité, les variabilités S pluriel, c'est très important. Chaque individu, chaque meute est absolument unique. Chaque situation, chaque nouvelle seconde est absolument unique. Une meute, c'est composé d'unités uniques. Un loup est une unité absolument unique, qui s'adapte en fonction de ce qu'il rencontre et qui change tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si j'observe cette meute-là aujourd'hui, déjà je la connais pas, il va falloir que j'apprenne à la connaître. Et si je m'en vais 15 jours, que je reviens, je la connais plus. Parce que pendant 15 jours, il s'est passé des choses et les choses ont évolué. J'ai lu quelque part que la taille de la portée était adaptée aux ressources que possède la meute. Donc si la meute possède suffisamment de ressources pour nourrir 3 petits, il n'y aura que 3 petits. Les autres, ils vont tout simplement pas survivre. S'ils possèdent suffisamment pour nourrir 8 petits, il y aura 8 petits. Il y a une meute très intéressante à Yellowstone, dans les années 2000. La meute avait suffisamment de ressources pour nourrir plusieurs portées. Et on est tombé à 3 portées en même temps. Cette année-là. Donc il y avait 15 louveteaux, quelque chose comme ça, parce que la meute avait suffisamment de ressources pour nourrir les 3 portées en même temps. Et cette même meute est montée à 33 individus, ce qu'on appelle des super meutes, parce que l'environnement possédait suffisamment de ressources, c'est-à-dire que leur territoire était capable de nourrir les 33 loups plus les petits. Les loups mangent des cerfs, des chevreuils ou des lièvres. Pourquoi attaquent-ils parfois les moutons ou les chèvres dans les fermes ? On va parler par image. Il y a du chocolat sur la table qui est très facile à obtenir. Mais il y a aussi du steak qui est plus compliqué à obtenir. Bon, on va se tourner vers le chocolat. La plupart des attaques sur les élevages, c'est exactement la même chose. Ce sont des proies très faciles puisque par sélection, on a cherché la docilité. Un individu qui est docile, qui est gentil, c'est plus facile à contrôler qu'un individu comme une vachette dans Interville qui va nous charger avec ses cornes à chaque fois qu'on va vouloir lui dire bonjour. Donc on a sélectionné la docilité. Donc comme c'est des proies qui sont faciles, qui sont plus capables de se défendre, qui prennent des décisions tout simplement idiotes par moment, c'est des proies faciles. Donc on va taper ça. La plupart des fermes ne sont pas protégées ou ne sont pas protégées correctement. En venant du Creusot pour venir ici, j'ai vu plein d'élevages qui ne sont tout simplement pas protégés. Une élevage qui n'est pas protégé, c'est des proies faciles. Pourquoi j'irais m'embêter et j'irais me mettre en danger à aller essayer de chasser un sanglier qui peut me tuer ou me blesser gravement quand juste à côté dans le champ, j'ai un mouton qui est très facile à tuer. Les meutes, pour pouvoir tuer un sanglier, qui est une proie difficile, il faut être plusieurs, mais il faut aussi des stratégies de chasse, il faut être coordonné. Pour ça, il faut que la meute soit âgée, il faut qu'il y ait un minimum de structure dans la meute. La plupart des loups en France viennent d'arriver sur le territoire, ou alors les meutes ne sont pas suffisamment structurées, parce que les tirs de loups par l'État français déstructurent les meutes, font exploser les meutes. La plupart des meutes de loups en France ne sont pas capables de tuer un sanglier. Les meutes dans la Drôme, ça a été très bien documenté, c'est des meutes qui sont par exemple suffisamment structurées, suffisamment fortes pour taper le sanglier. Et là, bizarrement, les chasseurs ont moins besoin de tuer les sangliers parce que les loups sont plus efficaces que les chasseurs. Les loups font leur boulot. Quand les meutes sont trop faibles, quand il y a un seul individu, 2 individus, c'est plus rentable d'aller chasser les moutons. Par contre, quand les élevages sont correctement protégés, là, bizarrement, il y a moins d'attaques, voire il n'y a pas d'attaques du tout.
Aujourd'hui, on apprend à vivre de nouveau avec les loups. Quels sont les moyens les plus efficaces pour protéger les animaux dans les fermes ? Tout à l'heure, j'ai parlé de variabilité, donc ça dépend. Chaque ferme est différente. Je vais pas protéger une ferme de Saône-et-Loire qui a du mouton, comme je vais protéger une ferme de la Nièvre avec des vaches. C'est pas pareil. Dans les Alpes, c'est encore différent. Une ferme qui a 200 moutons, je peux pas la protéger de la même façon qu'une ferme qui en a 3000. Donc, cela dépend. Une seule moyen de protection, ça suffit pas. Ça marche pas. C'est pas assez. Donc, on va les multiplier, on va les additionner, on va mettre en place de bonnes clôtures. Donc, par exemple, à Moret, côté du Creusot, j'ai visité un élevage, j'ai surpris l'éleveuse, je lui ai dit, mais ça, ma chien-loup, elle passe, hein. Ça sert à rien. La clôture, là, elle sert à rien. On va mettre en place des chiens de protection. Donc, ça peut être le Montagne des Pyrénées, ça peut être le Kangal, qui sont là soit pour dissuader, soit pour protéger. Protéger, ça veut dire, si le loup débarque, ou si un individu menaçant débarque, je vais l'attaquer pour protéger mon troupeau. Mais aussi la présence humaine. La présence humaine fonctionne très bien. Donc il y a une multitude de moyens de protection qu'on va adapter en fonction de chaque ferme. Mais attention, on peut mettre tous les moyens de protection qu'on veut. Si on les met mal, si on met pas les bons, si on les utilise mal, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Quand un loup mange un mouton ou une chèvre, que font les éleveurs ? On va être un petit peu prudent parce que la plupart des éleveurs se plaignent. Dès qu'il y a un mouton qui est tué, immédiatement ça va hurler devant la préfecture et ça avance pas, le sujet n'avance pas. Ils vont immédiatement appeler l'OFB et les autorités pour demander des indemnisations. Chaque fois qu'un loup tue une brebis, des indemnisations sont données aux éleveurs. Il y a beaucoup d'organismes en France qui existent pour aider les éleveurs à mieux se protéger. Donc généralement, quand il y a une attaque, les organismes vont se manifester, vont dire « Coucou, on est là, on peut vous aider ». Mais aujourd'hui, on va avoir des éleveurs qui vont se protéger, qui bizarrement, ces éleveurs-là qui vont faire les efforts pour se protéger, les attaques diminuent. Et on a des éleveurs, la plupart, qui veulent tout simplement pas en entendre parler. Donc il y a des éleveurs qui nous disent « La cohabitation est impossible ». Non, c'est le système qui rend la cohabitation extrêmement complexe, voire impossible. Dans le Clunisois, la cohabitation est absolument impossible tant que le système d'élevage ne sera pas modifié. Qu'est-ce qui pourrait amener un loup à attaquer un humain ? Il serait folie et pure incompétence, pure méconnaissance, une pure bêtise de nier la dangerosité du prédateur. Pour comprendre la dangerosité du loup, il faut entrer dans l'enclos des loups. Il faut se retrouver face à un loup, que ce soit un loup captif, mais aussi un loup sauvage. C'est la seule manière de comprendre la dangerosité du loup. La plupart des gens qui nous disent « le loup n'est pas dangereux », c'est des gens qui ne connaissent pas le loup, c'est des gens qui ne se sont jamais retrouvés face à un loup à moins d'1 mètre avec aucun moyen de se protéger que notre comportement. Le loup, généralement, il a peur de l'humain. Généralement. Parce qu'on peut très bien rencontrer des loups qui n'ont pas peur de l'humain. Je peux très bien vous présenter des chiens-loups qui sont beaucoup plus proches du loup que du chien, qui sont extrêmement dangereux pour l'homme. Il y en a une qui a été abattue hier, dans l'Ain. Une chienne qui était extrêmement dangereuse pour l'homme et qui mettait la vie de l'homme en danger. Les attaques de loups, ça peut être à cause de la peur, mais ça peut être aussi à cause de la défense. Si le loup est coincé dans un coin et qu'on l'agresse, il va mordre, il va attaquer. Un loup qui va devoir se défendre, c'est pas drôle non plus. Ce qu'il faut bien comprendre, un enfant de 2 ans qui est tout seul, sans surveillance, dans une forêt, qui titube et qui tombe, c'est une proie facile. C'est pure méconnaissance et pure folie de nier ça. Ma grand-mère qui a 92 ans, qui marche avec 2 cannes, si elle est toute seule en forêt, elle titube, elle tombe, c'est une proie facile. Ça c'est de la folie de le nier. Par contre c'est aussi de la folie de paniquer. C'est aussi de la folie d'utiliser ce que je vous ai dit là pour dire « Monsieur Morin, il dit que le loup est dangereux ». C'est pas ce que je dis. Je dis que si on se comporte pas bien, oui, le loup est dangereux. Mais dans la majorité des situations, c'est pas dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de bien se comporter. Moi en forêt, j'ai pas peur du loup, j'ai pas peur du sanglier. Ça me fait pas peur. Par contre, le chien errant, ça me fait peur. Le chien de chasse, dont le chasseur a perdu le contrôle, moi, ça me fait peur. Quand je vois le chaos toujours plus grand de l'éducation canine en France, quand je croise un chien en liberté, moi, j'ai peur. Pourquoi dit-on que le loup est l'ancêtre du chien ? Ça, c'est une conférence de 2 heures pour répondre correctement à cette question. Le chiffre officiel de la domestication, c'est 36 000 ans. Certains montent à 100 000 ans. Mes propres recherches vont plus loin encore. Au départ, le chien était un loup qui, par des systèmes de cohabitation, des phénomènes de cohabitation, mais des phénomènes de sélection, on l'a transformé petit à petit en chien. Alors c'est un sujet qui est très complexe. Le loup d'aujourd'hui n'est pas l'ancêtre du chien, puisque c'est le loup d'aujourd'hui. Mais le loup d'aujourd'hui, il n'a pas beaucoup changé par rapport à il y a 36 000 ans, quand le chien a beaucoup changé. Mais il y a aussi des mécanismes de retrempage, c'est-à-dire de retrempage, on va accoupler un loup et un chien pour rajouter du sang de loup
chez le chien. C'est ce qui s'est passé chez les chiens loups. Le chien loup tchécoslovaque, c'est une race reconnue par la FCI, donc Fédération Cynologique Internationale. C'est une race où on a accouplé une louve et un berger allemand pour créer la race, il y a 50 ans. Aujourd'hui, on a des races de chiens loups qui sont plus proches du loup que du chien. Ça m'est arrivé il y a 2 ans où je me suis rendu compte que la cliente, c'était pas un chien qu'elle avait dans les mains, c'était un loup. Mais on lui a vendu comme un chien. Donc le loup, c'est l'ancêtre du chien, mais le loup présent, actuellement, c'est le loup présent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, physiquement, on est faible. Physiquement, on est nul. C'est-à-dire pour survivre dans la nature, on est nul. Ce qui nous permet de survivre et de nous hisser au niveau d'espèces dominantes, c'est notre intelligence. Et c'est cette intelligence qui nous a permis de générer cette cohabitation. Pour résumer très très brièvement, il y a des événements qui se sont passés, qui ont renforcé, qui ont encouragé la cohabitation entre l'homme et le canidé. Donc c'était un avantage pour l'homme parce que ça nous permet d'être meilleur à la chasse. C'est grâce à la domestication du chien qu'on a pu domestiquer le cheval, les vaches, les chèvres. Donc on a pu créer l'élevage, donc on a pu se sédentariser et générer les premiers villages, donc les premières villes. C'est grâce à la domestication du chien. Bon après, l'avantage pour le loup, je suis avec l'humain, j'ai plus besoin de chercher la sécurité, j'ai plus besoin de me battre pour protéger mon territoire ou trouver un autre territoire. Pour un mâle, j'ai plus besoin de me battre pour pouvoir m'accoupler. Je peux m'accoupler plusieurs fois par an, c'est formidable, j'ai pas besoin de me battre. Pour une femelle, j'ai pas besoin de chercher une tanière. Bah non, la tanière c'est chez les humains, ils vont tout faire. En plus, j'ai pas besoin de m'embêter à trouver des ressources ou à générer une alliance avec mon mâle pour que mon mâle m'aide à nourrir mes petits, c'est l'humain qui va tout faire. Donc c'est rentable pour tout le monde. Vous êtes passionné par les loups depuis l'âge de 8 ans. Qu'est-ce qui vous fascine chez eux ? Pour comprendre ça, il faut aller en parc animalier et croiser le regard d'un loup. C'est un regard qui est brillant d'intelligence. Il se passe quelque chose là-dedans. Là, il y a certains chiens où il se passe rien. Je peux vous présenter des basset-hounds où il se passe rien. Le loup, il y a vraiment une vraie intelligence. Il y a quelque chose qui se passe. Quand on interagit avec un loup, pas à travers le grillage, vous n'avez pas le droit en parc animalier d'interagir avec un loup. Mais quand vous entrez dans l'enclos du loup, vous interagissez avec le loup, c'est sérieux. C'est pas drôle comme un labrador où je vais me rouler par terre. Non, c'est du sérieux. La moindre erreur, vous pouvez vous faire mordre et vous faire blesser très gravement. Donc c'est très sérieux. C'est très dangereux. Par contre, c'est aussi de merveilleux amis. Quand on a la chance de pouvoir créer une amitié avec un loup, c'est extraordinaire. Le loup, c'est le spécialiste de l'adaptation. C'est une espèce qui est incroyable, qui peut s'adapter à tout. Ça a une socialité qui est incroyable, c'est-à-dire que la vie sociale du loup est extraordinaire. Quand on commence à se plonger dedans, c'est extraordinaire. Après, quand on commence à étudier les canidés, on se retrouve chez les lycaons et on s'aperçoit que c'est encore plus extraordinaire que le loup. Le loup, ça offre pas de faits irréfutables. On peut pas dire un loup, ça se comporte comme ça, point. Ça, c'est faux, ça. Chaque meute de loup, chaque loup va avoir un fonctionnement légèrement différent des autres. Chaque fois, c'est unique. Chaque fois, c'est une redécouverte. Donc, quand j'accompagne des clients en parc animalier, que ce soit des clients ou des élèves dans mes formations en parc animalier qu'on va étudier le loup, moi, je leur dis, mais je sais pas, je les connais pas. Donc, on va apprendre ensemble à les connaître. C'est ça que je trouve formidable. Et vous avez déjà créé un lien avec un loup ? Ah oui, j'en ai créé avec plusieurs. Alors je peux raconter une anecdote. On m'a fait rentrer dans l'enclos de loup, C'est un petit peu tout mélangé. Il y avait du loup européen, il y avait un loup arctique au milieu. Et il y avait le chef, là, le père, là, le patriarche qui faisait un peu le kéké avec moi. Il roulait un peu des épaules, il me regardait, il grondait. Il y avait 2 femmes avec moi, puis moi j'étais le seul au milieu. Alors, je sais pas si c'est pour ça, j'en sais rien. Mais il grondait, il pissait un peu partout devant moi, il grattait. Voilà, je pouvais pas le toucher, il fallait pas que je le touche, j'avais pas le droit. Et puis à un moment donné, je me suis déplacé de 30 cm parce qu'il aurait été mieux, un peu plus loin. Mais vraiment, pas loin, je me suis dit juste en face. Il s'est précipité, il a débarqué, il a pissé sur le rocher, il m'a regardé, là, comme ça, là, droit dans les yeux, genre, en grognant, très calme. Il dit, tu vas faire quoi, mon pote? Moi, je suis là, je suis assis, je te dérange pas. Et à un moment donné, il s'est approché de moi, il a commencé à renifler mon tibia, puis il s'est avancé, il a commencé à lever la patte. Ah là, je me suis levé, j'ai fait, ah non. Là, je suis pas d'accord. Alors là, la propriétaire de ce loup, elle a commencé à avoir très peur. C'est si la Victor, il va s'engueuler avec le loup, il va se faire manger par le loup, il va avoir des problèmes. Je dis, ah non. Je l'ai regardé, il m'a regardé, il y a eu ces 10 petites secondes de blanc, là, puis on s'est posé. Et après, c'était fini. Deuxième anecdote, qui est encore plus sympa. Alors, vous faites pas ça, Tout ce que je vous dis là, vous faites pas, J'ai passé 15 jours chez un monsieur qui avait 2 louves dans un parc. Au début, elles avaient peur de moi, elles avaient vraiment la trouille de moi. Mais tous les jours, j'entrais dans le parc, je leur apportais à manger. Tous les jours, je venais leur ouvrir la porte de leur bâtiment de nuit. Et tous les jours, j'allais faire la sieste dans le parc. Alors au début, je dormais pas. Au début, je restais assis, dos contre un rocher. Puis au bout de 10 jours, quand elle me voyait, elle s'était contente. Au bout de 10 jours, on a commencé à jouer à travers le grillage, mais aussi dans le parc. Puis au bout de 10 jours, moi, j'ai commencé à
m'endormir dans le parc. Donc on avait un rituel comme ça, tous les matins, je venais les voir, tous les matins on jouait à travers le grillage. Tous les midis, j'entrais dans le parc en fin de matinée, juste avant de manger, et on jouait. Alors le but du jeu, c'était de se courir après, mais il fallait pas se toucher. Il fallait surtout pas les toucher. Et tous les débuts d'après-midi, je faisais ma sieste dans le parc, je dormais une demi-heure. Donc c'était fréquent que je me réveillais, j'avais les louves qui étaient là à 1 mètre de moi. C'est des relations qui sont très particulières, c'est une relation de respect. Si vous respectez pas l'individu, si vous n'arrivez pas à le comprendre, vous allez avoir des problèmes et l'individu aura raison de vous mordre. C'est difficile de voir un loup, où allez-vous pour les observer ? Jean-Michel Bertrand, par exemple, il a cherché des loups pendant des années et il les a vus par hasard. Moi, je les ai pas, ces années-là, pour les chercher. Donc moi, je prends des raccourcis, je vais en parc animalier. Donc je vais au PAL, je vais au parc Sainte-Croix, je vais au parc du Gévaudan. Et je passe des heures et des heures et des heures assis à côté de l'enclos. C'est-à-dire que vous, quand vous allez en parc animalier, la plupart des visiteurs, ils restent entre 10 secondes et 1 minute devant l'enclos. Ils repartent après. Moi, j'y reste 8 heures. Je passe 8 heures devant l'enclos pendant plusieurs jours pour les observer. Je vais aussi chez des capacitaires, c'est-à-dire des gens qui ont le droit d'avoir des loups, des dresseurs de cinéma pour entrer en interaction avec les loups. Quand on est en forêt, faut pas forcément chercher à voir les animaux. Par contre, il y a plein d'indices de leur passage. Donc moi, j'emmène régulièrement des groupes en forêt et on part à la recherche des indices de présence. Donc on va chercher des traces, on va chercher des empreintes, on va chercher des crottes, on va chercher des morceaux d'écorce, des indices. Le dernier groupe que j'ai emmené en forêt, c'était un groupe de Parisiens. Ils étaient comme des fous, ils rigolaient bien parce que j'ai trouvé une crotte de renard. J'étais super content, elle était toute fraîche. J'ai dit, regardez la crotte de renard, ça fait quoi? Ça fait 3 heures qu'elle est là. Le renard, il est passé avant. J'étais comme un fou. J'ai croisé une crotte de renard. Les indices de présence sont partout. Quand nous, on va se promener en forêt, on les voit pas. Et quand on sait repérer les indices, on s'aperçoit qu'ils sont là. Parfois, ils sont à 30 mètres, dans un buisson. Juste, on les voit pas, parce qu'on n'est pas capable de les repérer. Normalement, le loup est un animal protégé. Pourquoi l'État a quand même décidé d'en tuer tous les ans ? Alors, il y a la version officielle, la version non officielle, il y a la version que j'ai le droit de dire, la version que j'ai pas le droit de dire. C'est de la méconnaissance la plupart du temps. Parce que les tirs de loup en France, ils sont faits n'importe comment. Il y a un individu qui commence à attaquer des brebis, l'éleveur se plaint, donc pour calmer l'éleveur, c'est la voie de la facilité, on y va, on tire. On nous dit que c'est des tirs de régulation, c'est pas des tirs de régulation du tout, parce qu'en fait, comme on fait n'importe quoi, ça accélère la colonisation. Donc les faits nous le démontrent, ça accélère la colonisation. Ça régule pas du tout la population de loups, parce que la population de loups monte tous les ans. Ça fait que accélérer les attaques. Par contre, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Si j'ai un loup qui commence à se spécialiser dans l'attaque des troupeaux. Ce loup-là ne fait que attaquer les troupeaux. Ce loup-là, ça s'appelle une culture de chasse. Il va enseigner cette culture de chasse à sa meute, qui va enseigner cette culture de chasse à la meute qu'ils vont fonder, qui vont rejoindre. Ça, c'est dangereux, parce qu'on va se retrouver avec des loups qui vont arrêter de chasser les proies sauvages et qui vont se spécialiser dans l'attaque des troupeaux. Donc ces individus-là, par exemple, c'est des individus qui nous posent problème. Quand on a un renard qui fait que chasser des poules, qui détruit nos poulaillers, il faut faire quelque chose. La solution de facilité, c'est de tirer le loup. À votre avis, que faudrait-il faire pour que les loups et les humains puissent vivre en paix ? Pour cohabiter correctement avec ton voisin, il faut apprendre à le connaître. Si je ne connais pas mon voisin, je ne peux pas cohabiter avec lui correctement, il y a forcément des conflits qui vont s'engager entre nous. Je ne connais pas les règles. La cohabitation, c'est une histoire de compromis. La cohabitation avec les autres terriens, c'est la même chose. Ça s'appelle des compromis. Pour ça, il faut impliquer des professionnels, comme moi, pour aller apprendre à étudier la meute qui est installée ici, les autres terriens qui sont installés ici, pour apprendre à interagir avec ces terriens-là, pour leur expliquer des choses. Il va falloir modifier certains systèmes d'élevage, parce qu'il y a des systèmes d'élevage, ça ne peut pas fonctionner. On est juste en impasse. Il va falloir étudier aussi les utilisations optimales des moyens de protection. Pour ça, il faut envoyer un professionnel sur place, pas une équipe de bénévoles. C'est un pro qui doit aller sur place, qui doit étudier le quotidien de la meute qui est installée ici, mais aussi le fonctionnement de l'élevage pour trouver le bon moyen de protection, les bons moyens de protection à mettre en place. La situation, elle est en impasse. Et ça, je l'ai rappelé au maire du Creusot et à la communauté des maires du Creusot il y a quelques semaines, et je continuerai de le rappeler. Aujourd'hui, les autorités et les éleveurs, la plupart des éleveurs sont perdus. Ils savent pas ce que c'est qu'un loup, mais la plupart des gens aussi. Pourquoi ? Parce que vous avez soit des anti-loups, c'est-à-dire des gens, ils veulent pas du loup. J'ai un scoop pour vous, les amis, vous n'avez pas le choix. Le loup, il revient, il va s'installer. Vous n'avez pas le choix. Il va falloir apprendre à vivre avec le loup. Et de l'autre côté, on a des pro-loups, c'est-à-dire, faut pas toucher au loup, faut pas toucher. Ok, quand j'ai un loup qui commence à mettre en danger les gens, ou qui commence à avoir un comportement dangereux, qu'est-ce que je fais ? J'ai que 2 options. Donc j'ai soit l'anti-loup, soit le pro-loup. Il n'y a pas de professionnels, parce que les professionnels sont tués, muselés, paralysés par tous ces organismes bénévoles, toutes ces associations. Là, il y a eu un grand événement sur le loup il y a 1 mois, à Lyon. Il y avait un expert. On nous disait c'est des experts, c'est des scientifiques, etc. Non. C'est pas des experts, c'est pas des scientifiques. Il y en avait un seul qui a accepté de venir bénévolement, c'est un ami. Il leur a prouvé à tous la différence entre un bénévole et un professionnel.
ça change absolument tout. Mais c'est pas dans l'intérêt. C'est pas dans l'intérêt d'un professionnel, c'est payant. Hein. Moi, je suis payant. Hein. Quand je donne une conférence, c'est pas gratuit. Hein. C'est 700 € minimum. Hein. Plus le déplacement, hein. Plus le repas, hein. Plus l'hôtel. Hein. Et puis j'exige d'avoir une table pour pouvoir vendre mes livres. Hein. Donc c'est pas gratuit. Pourquoi on irait me demander à moi de donner une conférence qui va vous forcer à faire un gros chèque quand à côté vous avez des bénévoles d'associations qui n'ont jamais vu un loup de leur vie mais qui vont vous donner une conférence gratuitement. Donc la situation est en impasse. Moi personnellement j'attends, hein. J'observe. Hein. Et puis régulièrement je débarque et je fais coucou les gars, je vous avais prévenu. Hein. Merci beaucoup à Victor Morin, éducateur canin, comportementaliste animalier et spécialiste du loup, d'avoir répondu à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e 4 du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de notre classe sur le site internet radioaléo.fr.